le continent perdu de l'Atlantide, le mystère le plus énigmatique de tous les temps. Depuis des siècles, toute l'histoire de cette civilisation mythique captive l'imagination des peuples du monde entier. On y raconte des légendes de technologies avancées, d'immenses richesses et de trésors inestimables attendant d'être découverts. Mais l'Atlantide n'était-elle qu'une légende? A-t-elle réellement existé? Et, si oui, que lui est-il réellement arrivé? Nous tenterons de le découvrir ensemble dans le nouvel épisode de Écho du mystère. Ce n'est pas un hasard si les légendes de l'Atlantide nous fascinent tant. Car, d'une certaine manière, notre propre race et civilisation actuelle trouvent leur origine à l'époque de l'Atlantide. Mais d'où vient donc ce mythe de cette mystérieuse île engloutie, l'une des mentions les plus anciennes et les plus célèbres de l'Atlantide provient du philosophe grec Platon. Page 360 of J.C. Dans deux de ses dialogues, Critia et Timée, Platon donne une description détaillée d'un pays situé sur une terre fertile qu'il nommait Atlantide. Il la décrit comme une vaste île qui, avant de sombrer vers 10 000 ans av. J.C., se trouvait dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, que l'on identifie généralement au détroit de Gibraltar. Sa connaissance de l'Atlantide provenait probablement de Solon, législateur et philosophe athénien. Qui was 600 AV. J.C., au cours d'un voyage en Égypte, aurait entendu parler d'une grande civilisation ayant existé 9000 ans plus tôt. Le sujet de l'Atlantide fascinait profondément Platon, et l'on pense que, pour en apprendre davantage, il consulta les disciples de Pythagore, ainsi que d'autres érudits familiers des anciennes connaissances mythologiques, historiques et géologiques. Il est indéniable que Platon reçut une partie de son savoir d'initié appartenant à des fraternités secrètes gardiennes des anciennes histoires. Comme on le sait, ces écoles de mystère conservaient la sagesse à l'abri des non-initiés afin d'assurer la sécurité du savoir en temps de péril. Durant la majeure partie de sa vie, Platon s'abstint d'écrire sur l'Atlantide. Ce n'est qu'à la fin de son existence qu'il transmit ses informations sur ce continent englouti, dans le but de préserver l'histoire de cette civilisation disparue. Pour son récit, Platon eut également accès à d'anciens documents, notamment ceux de la remarquable bibliothèque d'Alexandrie, que le médium Edgar Cayce affirme avoir été fondée par les Atlantes vers 10 300 AV. J.C. Selon Platon, l'Atlantide était une grande île, peut être de la taille de l'Europe occidentale, mais sans atteindre celle d'un véritable continent. Elle possédait une abondance de ressources naturelles et était particulièrement riche en métaux, y compris le fameux et mystérieux orichalque. La capitale de l'Atlantide se situait sur la côte sud de l'île et était reliée à la mer par un immense canal. La cité présentait une forme circulaire composée de 3 anneaux concentriques séparés par des canaux. La citadelle intérieure mesurait environ 5 km de diamètre, tandis que l'ensemble de la zone urbaine s'étendait sur 23 km, soit environ 2 fois la taille de la Rome impériale. Au centre de l'île se dressait le palais des rois et le grand temple de l'Atlantide. Platon écrivait « Les Atlantes possédaient une richesse telle qu'aucun roi ni souverain ne l'avait jamais eue auparavant, et qu'il est peu probable qu'elle le soit jamais de nouveau. Les rares choses que la cité et l'île ne produisaient pas étaient importées de pays étrangers. Grâce à la grandeur de leur empire, malheureusement, le dialogue le plus célèbre de Platon sur l'Atlantide, les Critias, nous est parvenu incomplet. Mais dans un autre dialogue,
Les lois. Nous apprenons que l'Atlantide fut détruite en un seul jour et une seule nuit, à la suite d'un cataclysme, et que cette chute fut suivie d'un long âge sombre durant lequel tous les arts et les sciences furent perdus. Peut-on pour autant faire confiance à Platon, et savons-nous à quoi ressemblait la surface de la Terre, en particulier la région située au nord-ouest de l'Afrique, il y a plus de 12 000 ans? À l'époque supposée de l'Atlantide, bien que le récit de Platon fournisse des informations intéressantes, il ne nous indique pas précisément où se trouvait cette île mythique. Pour en apprendre davantage, il faut se tourner vers la géologie et l'océanographie, vers l'étude de l'évolution des océans du monde. Selon certaines théories, l'Atlantide était un continent volcanique situé dans une région riche en mythes, relié temporairement à l'Europe, à l'Afrique et à l'Amérique du Nord par des ponts terrestres. Son expansion territoriale majeure se serait produite entre 23 et 3 millions d'années, formant une masse continentale presque continue, s'étendant des Appalaches du Nord jusqu'à la pointe sud de l'Afrique. Avant sa disparition, l'Atlantide se serait divisée en deux îles, une île septentrionale appelée Rouda ou Poséidonis, et une île méridionale nommée Daïtia, l'île du Nord, Poséidonis, aurait subsisté jusqu'à la dernière ère glaciaire, avant de sombrer sous l'effet des mouvements tectoniques et de la montée du niveau des mers. On pense aujourd'hui que les Açores et Madère sont les derniers vestiges émergés de ce continent englouti. Si l'on retirait les eaux de l'océan Atlantique, la dorsale médio-atlantique apparaîtrait comme une chaîne de montagnes continues, comparable en longueur aux Andes et aux Rocheuses réunies, et en hauteur à l'Himalaya, les Açores, Madère, le Cap-Vert et les îles Canaries ne seraient que les sommets émergés de cette chaîne immergée. Pendant le Moyen-Âge, la plupart des textes anciens, y compris la légende de Platon, sombrèrent dans l'oubli. Ce n'est qu'à la Renaissance, lorsque les savants recommencèrent à redécouvrir le savoir antique, que l'intérêt pour cette île engloutie ressurgit. Au cours des 500 dernières années, de nombreuses théories ont vu le jour au sujet d'un continent perdu dans l'Atlantique. Mais correspondent-elles vraiment à l'histoire racontée par Platon? Ou dissimulent-elles d'autres connaissances? Et savons-nous qui étaient réellement les Atlantes? Comment leur civilisation est-elle née? Des êtres venus d'ailleurs ont-ils participé à l'origine de l'Atlantide? Comme le spéculant certains, une hypothèse intéressante et plus ésotérique provient d'Ishmael Pérez, auteur du livre Our Cosmic Origin. Il y affirme que l'Atlantide fut créée par des êtres humanoïdes provenant des Pléiades. Dans la 5e dimension, ces êtres auraient su maintenir un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel, atteignant ainsi un haut degré de développement technologique en harmonie avec l'esprit. La civilisation précédente, celle de Lémurie ou Mu, se concentrait uniquement sur la spiritualité. Peu à peu, elle perdit le contact avec la réalité physique et les dimensions inférieures. L'Atlantide fut donc la solution pour reconnecter les dimensions supérieures et inférieures et rétablir l'unité des deux polarités. Selon les enseignements ésotériques et la théosophie, l'humanité évolue à travers 7 grandes races racines, chacune représentant un cycle évolutif destiné à développer progressivement la conscience collective de la planète. Chaque race racine possède des caractéristiques physiques et mentales distinctes, ainsi qu'une mission spécifique. L'Atlantide représentait la 4e race racine, la première véritablement humaine et terrestre. Elena Blavatsky, mystique et occultiste russe, affirmait que cette 4e race, apparue vers 8 millions d'années, C, et l'appelait la race de l'homme rouge, selon la tradition ésotérique, au commencement de la période atlante. Des entités spirituelles supérieures auraient pris forme humaine et se seraient incarnées sur Terre.
ce furent des êtres divins, des esprits suprêmes, revêtus de corps humains. Le grand philosophe ésotériste, Rudolf Steiner, ajouta que leur véritable demeure n'était pas la Terre. La première période de la civilisation atlante fut suivie d'une seconde, puis d'une troisième période néo-atlante, durant laquelle leur influence s'étendit sur d'autres régions du monde. Chaque âge du monde fut séparé du précédent par des cataclysmes naturels majeurs, le dernier étant la submersion finale de l'Atlantide vers 9600 av. J.C. Selon la théosophie, les Atlantes étaient des géants, plus petits que les Lémuriens, mais beaucoup plus grands que les humains actuels, ce qui donna naissance aux légendes de Cyclopes et de Titans dans de nombreuses traditions. Blavatsky affirmait que les Atlantes atteignirent le sommet du développement physique. Ils possédaient un troisième œil, hérité de la race lémurienne, doté de fonctions spirituelles. Mais, avec la corruption progressive de l'humanité et la matérialisation croissante de l'esprit, cet œil se referma peu à peu. Enfin, le célèbre médium Edgar Cayce parla lui aussi de la vie en Atlantide. La plupart de ses révélations concernent les 20 000 dernières années de cette civilisation, mais il évoque également ses origines anciennes et son évolution spirituelle et technologique. Cayce affirme que les êtres humains sont apparus sur Terre en 5 endroits distincts, et cela au même moment, la race jaune dans la région du Gobi, la race blanche dans les Carpates, la race rouge dans les terres atlantiques et américaines, la race brune dans les Andes, et la race noire en Afrique. Cela se serait produit il y a plus de 10 500 000 ans. D'après ces informations, nous apprenons que les 5 races étaient les fils de Dieu mentionnés dans la Bible, les filles des hommes, avec lesquels ils commirent l'erreur de s'unir, étaient en réalité des formes étranges et primitives, vestiges des premières tentatives de projection matérielle. Le résultat fut une race d'hybrides. Au commencement de la civilisation atlante, une divergence apparut au sujet de ces hybrides. Un groupe, appelé les enfants de la loi de l'un, voulait préserver la pureté de la race humaine, tout en aidant les hybrides à retrouver leur place parmi les créatures de Dieu. L'autre groupe, les fils de Bélial, ne croyait qu'en la satisfaction des plaisirs sensuels et traitait les hybrides comme des esclaves. Selon Cayce, l'Atlantide disparut à la suite de 3 cataclysmes distincts, l'un vers 50 000 av. J. Le second vers 28000 av. Et le dernier aux environs de 10 000 av. Le premier cataclysme fut causé par l'usage de technologies avancées à des fins destructrices. Le second fut précédé d'un conflit violent entre les 2 factions opposées. Puis, les enfants de la loi de l'unité émigrèrent vers le Pérou, la Yucatán, les Nevada, les Colorado, les Pyrénées et l'Égypte. Au cours de la dernière période de l'Atlantide, l'Égypte atteignit un haut niveau de civilisation. C'est alors que furent construits les pyramides et le Sphinx. Mais voyons maintenant une autre version de l'histoire, impliquant la Fédération galactique et des êtres extraterrestres se disputant le contrôle de la Terre. Ce récit sur la création de la civilisation atlante nous vient de Mathias de Stefano, un enfant indigo qui se souvient de sa vie antérieure lointaine, vécu dans une colonie atlante située dans l'actuelle Égypte. Mathias raconte que l'Atlantide fut construite vers 16 000 av. J.C. par les Azirs, une race de géants extraterrestres, également connue sous le nom d'Anunnaki. Entre les Açores, les Canaries et les îles du Cap-Vert, les Azirs seraient venus sur Terre à la recherche d'un lieu où vivre et de métaux précieux à extraire. Ils s'établirent au Moyen-Orient,
où ils menèrent des expériences d'ADN sur les peuples de la Terre afin de créer la forme de vie idéale pour la planète. Les descendants issus de l'union entre les Azirs et les êtres humains furent appelés Atlantes. Ils furent choisis pour porter la vérité et représentaient le seul moyen pour les Azirs de survivre sur Terre, tout en préservant leur savoir au fil du temps. Les Azirs se divisèrent ensuite en deux groupes, l'un utilisant les humains comme esclaves et l'autre les guidant et les enseignant. La faction bienveillante des Azirs, aidée par les Arthuriens, emmena certains de leurs descendants pour les protéger et leur permettre de se développer indépendamment. Sans l'interférence directe des civilisations extraterrestres avancées, de cette union naquirent 12 enfants, chacun chargé de conserver les connaissances d'une constellation, formant ainsi les 12 grandes familles de l'Atlantide. Les premières îles habitées furent Kaifu Cap-Vert, Aker, les Canaries et Eunuque-Açor. La principale cité, centre de l'Empire, s'appelait Aphise. Atu. Comme dans la description de Platon, elle avait une forme circulaire. Au sommet de la puissance atlante, les îles abritaient environ 300 000 habitants. Grâce à la présence d'ADN arthurien, les Atlantes avaient le sang bleu et maintenaient la pureté de leur lignée afin de préserver la connaissance des peuples stellaires et de guider le reste de l'humanité. Si les Lémuriens, la civilisation qui précéda l'Atlantide, cherchaient à atteindre un niveau supérieur de conscience en se tournant vers l'intérieur, les Atlantes, eux, étaient orientés vers le monde matériel. Ils savaient utiliser le son et les vibrations pour influencer le monde qui les entourait et construisirent des appareils capables de transmettre information et énergie à travers toute la planète. Grâce à ces technologies, ils pouvaient guérir, régénérer leur corps et se connecter à d'autres dimensions. Ainsi, leur technologie avancée et leur connaissance cosmique de l'énergie leur conféraient des capacités et des avantages extraordinaires. Mais, comme nous le savons, toute chose n'est bonne que lorsqu'elle est en équilibre, et que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu, fait intéressant. Dans la plupart des sources traitant du développement atlante, les récits suivent le même schéma. Héritiers du savoir lémurien, les Atlantes commencèrent leur évolution par la voie spirituelle. Pendant des millénaires, ils suivirent les principes hérités de Mu, tout en atteignant en parallèle un succès technologique inégalé, maintenant ainsi l'équilibre entre le monde intérieur et extérieur. Cependant, à un certain moment, une division, apparue une partie des Atlantes, chercha à dominer la planète entière. Ils commencèrent à abuser de leur technologie, provoquant un cataclysme. Certains disent qu'il s'agissait d'un déplacement d'épaule, d'autres qu'ils utilisèrent leurs armes énergétiques contre eux-mêmes, entraînant ainsi l'engloutissement du continent. Dans les croyances ésotériques, c'est le moment de la chute, après lequel l'humanité perdit la majeure partie de ses capacités énergétiques et entra dans une période d'obscurité de la conscience. L'Atlantide est dès lors souvenue comme le berceau de tout ce que nous appelons savoir occulte et ésotérique, précisément parce qu'elle maîtrisait l'usage de la force vitale pendant une très longue période. L'Atlantide prospéra dès ses débuts, en harmonie avec les principes lémuriens, régie selon l'ordre céleste de la lumière. Toutes les colonies sœurs honoraient la Lémurie comme leur terre-mère, car la Lémurie représentait le principe féminin fondé sur la liberté, l'harmonie et la communauté spirituelle. Les premiers Atlantes vivaient dans une société parfaite, semblable à celle des Lémuriens, et adoraient le divin féminin en équilibre avec le divin masculin. Edgar Cayce décrivit les Atlantes des premiers temps comme des êtres pensants, des personnes intuitives, ayant accès à l'avenir et au passé. Comment y parvint-il?
en développant le côté droit du cerveau de leurs enfants et en respectant leurs intuitions et leurs rêves, dès la petite enfance, les êtres humains sont plus réceptifs à leur sens psychique, non seulement parce qu'ils sont encore proches du monde spirituel, mais aussi parce que leur langage n'est pas encore formé, les obligeant à se fier à leurs sensations pour se connecter au monde physique. Les Atlantes enseignaient aisément à leurs enfants l'usage de leurs capacités psychiques et les encourageaient à écouter leur intuition. Certains adultes développèrent une discipline mentale exceptionnelle et consacrèrent leur vie à l'application du savoir acquis. Leur mode de vie, en contact étroit avec la nature, contribua à la préservation de leurs dons psychiques, selon l'occultiste autrichien Rudolf Steiner. Les Atlantes furent les premiers à découvrir comment convertir la force vitale en énergie utilisable à des fins technologiques, permettant ainsi la réalisation de miracles scientifiques attribués à leur savoir. Steiner décrit cette énergie comme une puissance inhérente à toute vie, se manifestant dans les processus de germination et de croissance. Cette force vitale était connue dans l'Antiquité sous les noms de prana ou mana. Les occultistes des 19e et 20e siècles l'appelaient vril, principe universel de l'énergie de vie ou magnétisme vital. La maîtrise du vril donnait aux Atlantes des pouvoirs quasi surhumains, leur permettant de manipuler la matière, de contrôler le temps, de neutraliser la gravité et de fournir une énergie illimitée à toutes sortes d'appareils. Ils développèrent une technologie différente de la nôtre, mais supérieure à bien des égards. Les champs verdoyants et les forêts luxuriantes de leurs terres n'étaient pas défigurés par des routes de métal ou de béton destinées aux trains à grande vitesse ou aux automobiles. Au contraire, les Atlantes savaient vivre en harmonie avec la nature, sans polluer l'environnement ni épuiser leurs ressources naturelles. Les lectures d'Edgar Cayce, quant à elles, décrivent les Atlantes tirant leur puissance du grand cristal, du son et de la fission de l'atome. Il affirme qu'avec l'énergie émanant du cristal, les habitants de l'Atlantide pouvaient voyager dans les airs, sur l'eau et sous la mer. Ils maîtrisaient la transmission vocale à longue distance et bénéficiaient des avantages des rayons laser. Viendra-t-il un jour où nous pourrons voler librement dans l'espace, comme le faisaient les Atlantes? Et surtout, comment extrayaient-ils et dirigeaient-ils cette énergie vitale grâce à leurs compétences hautement développées? Les Atlantes étaient capables d'obtenir de l'énergie à partir d'une grande variété de sources, y compris le soleil, la sprite, le champ magnétique terrestre et le son. Edgar Cayce mentionne le premier cristal important de l'Atlantide, appelé la pierre Tuaua. Les Atlantes amplifiaient à l'origine la lumière que ces six faces recevaient du soleil, afin de favoriser la méditation et la contemplation, et de communiquer avec le monde spirituel au fil des millénaires. À mesure que les humains devenaient plus matérialistes, les prêtres perfectionnèrent le grand cristal. Lorsqu'il était correctement contrôlé, celui-ci amplifiait et dirigeait l'énergie qu'il collectait, devenant ainsi une source de puissance infinie. Grâce à ce pouvoir, les Atlantes acquirent la capacité de voyager dans les airs, sur l'eau et sous la mer. Pour construire ce gigantesque cristal à multiples facettes, les scientifiques atlantes plaçaient un grand quartz taillé avec précision au sommet d'un bâtiment servant de transducteur solaire. Dans cet espace ouvert, les facettes du cristal concentraient l'énergie des rayons du soleil, tout comme le font aujourd'hui les miroirs paraboliques. Un dôme mobile, placé au-dessus du cristal complexe, permettait aux ingénieurs qualifiés de contrôler la quantité de lumière reçue depuis le ciel. Les Atlantes tapissaient la structure contenant le cristal avec un matériau non conducteur semblable à l'amiante.
Case décrit une centrale énergétique terrestre qui fournissait l'énergie issue du grand cristal, permettant ainsi aux Atlantes de vaincre la gravité. Selon lui, de puissants faisceaux lumineux émis par le cristal principal envoyaient l'énergie vers des cristaux récepteurs qui la stockaient. À partir de là, cette énergie pouvait être utilisée pour alimenter des moteurs électriques ou thermiques, ou encore d'autres dispositifs mécaniques. Ceci constituait l'un des nombreux exemples de la capacité atlante à transmettre l'énergie sans fil. Case mentionne également que le grand cristal pouvait recevoir de l'énergie provenant des étoiles et d'autres sources cosmiques. Nous connaissons bien les mystères du triangle des Bermudes. De nombreux navires et avions volant à basse altitude y ont disparu sans aucune explication. Lorsque les radios fonctionnent, certains pilotes rapportent que leurs moteurs perdent de la puissance, que leurs boussoles tournent dans le sens anti-horaire et que leurs instruments de navigation deviennent fous ou cessent soudainement de fonctionner. Les passagers affirment parfois qu'eux-mêmes, ainsi que leurs navires ou avions, se retrouvent enveloppés d'un brouillard épais. Se pourrait-il qu'un cristal puissant, datant de l'époque de l'Atlantide, soit à l'origine de ces perturbations, et si un cristal caché sous les eaux captait encore aujourd'hui les rayons du soleil, transmettant son énergie au moment précis où un véhicule passe au-dessus de lui jusqu'à présent? Nous avons exploré les différents récits et théories concernant la création de l'Atlantide, son peuple et certaines des technologies qu'il utilisait. Mais qu'est-ce qui a causé sa destruction? Cette grande civilisation a-t-elle disparu à la suite d'un cataclysme naturel imprévisible? Ou a-t-elle provoqué sa propre extinction? Nous nous inclinons devant vous et vous remercions d'avoir regardé un nouvel épisode de Échos du mystère. Gardez l'esprit ouvert. Et jusqu'à notre prochaine rencontre,